Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la Tech Démo d'Alpacity, le rendez-vous mensuel des PME pour découvrir des solutions numériques suisses. J'ai le grand plaisir de recevoir Maxime Gabella, qui est fondateur et CEO de Magma Learning. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, tu vas nous présenter une application qui s'appelle Magma Mentor et qui est une intelligence artificielle qui aide à mieux apprendre et de manière totalement personnalisée. Tu vas nous en dire plus tout de suite. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions directement dans le chat de YouTube ou de LinkedIn. N'hésitez pas, je les retranscris avec grand plaisir. Maxime, la parole est à toi. Ok, merci beaucoup pour cette invitation de présenter Magma Mentor. Donc, je vais commencer par une petite présentation du concept, un peu de l'application, et puis ensuite, je vais montrer en direct une démonstration de à quoi ça ressemble, et puis on prendra plein de questions aussi que vous pouvez poser dans le chat durant la présentation. Donc, on peut passer à ma présentation. Donc effectivement, comme Delphine l'a présenté, la mission de la société Magma Learning que j'ai fondée en 2019, c'est d'aider les humains à épanouir leur intelligence grâce à l'intelligence artificielle. Donc souvent, on entend parler d'intelligence artificielle, on peut avoir des réflexes un peu de protection, de crainte qu'on va être remplacé ou peut-être même annihilé. Mais au final, en fait, une application constructive et créative de l'intelligence artificielle, c'est de nous aider, nous les humains, à développer notre propre intelligence humaine. Donc c'est ça la mission, disons, de Magma Learning. C'est ça qui nous motive parmi d'autres idées. Ce qu'on a fait, c'est développer une application qui s'appelle Magma Mentor, et qui se comporte comme un mentor personnel pour les individus qui sont en train d'apprendre des nouvelles choses. Ça peut être aussi bien des employés dans des entreprises qui font partie d'un programme de formation, ça peut être des étudiants à l'université ou à l'école, ou alors ça peut être n'importe quel curieux durant sa vie qui a envie simplement de s'épanouir en apprenant de nouvelles choses pour permettre d'avancer dans sa vie. Peut-être quelques mots, quel est le rôle d'un mentor ? Bah, le mentor, oui, c'est une bonne question. Au début, ça s'appelait tuteur, ensuite on a décidé mentor. Effectivement, mentor, c'est un personnage dans l'Odyssée, en fait, qui est un vieil ami d'Ulysse, et qui aide Télémaque, le fils d'Ulysse, qui lui est resté à Ithaque, en fait, pour la stratégie, un peu pour comment arranger le retour de son père. Et en fait, il est possédé par Athéna en plus, donc non seulement c'est un ami d'Ulysse, mais il est possédé par la déesse Athéna qui veut aider Ulysse. Enfin, c'est tout un truc. Mais c'est ça qui a donné en fait l'origine du mot mentor. Donc en gros, c'est quelqu'un qui est expérimenté. C'est un personnage âgé, c'est même une déesse en fait, on peut dire. C'est quelqu'un qui a une conscience supérieure en quelque sorte et qui est extrêmement bien intentionné envers Télémaque, le fils d'Ulysse, pour atteindre un but désiré, c'est-à-dire le retour d'Ulysse à Ithaque avec sa famille. Donc un mentor, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant et de très puissant, et aussi quelqu'un qui nous connaît personnellement et qui connaît notre contexte personnellement. Donc, bon, après, moi j'adore l'étymologie, tout ça, donc on peut en discuter pendant des heures, mais par exemple, si on prend le mot tuteur, là, ça évoque quelque chose d'autre, en fait. Ça évoque, par exemple, un tuteur, ça peut être le bâton qu'on plante dans le potager pour laisser grandir les plantes autour. Donc, c'est autre chose, c'est une espèce d'échafaudage dans ce contexte, c'est quelque chose de très rigide aussi, c'est quelque chose qui ne va pas s'adapter à la plante, au contraire, c'est à la plante de s'adapter au tuteur. Tandis que le mentor, c'est quelque chose de beaucoup plus vivant, et puis ça va plonger ses racines disons, de sa source historique dans l'Odyssée d'Homère, qui est le début un peu de la civilisation occidentale et de la culture occidentale qu'on essaie justement de développer avec ce contexte d'intelligence humaine. C'est assez chouette, on va le voir juste tout à l'heure, mais de faire un parallèle de cette époque-là avec le contexte des outils d'intelligence artificielle qu'on a aujourd'hui. Merci pour cette précision de mentor. Ça, je dois dire, c'est pas notre idée en quelque sorte, c'est parce que Kubrick a fait ce film 2001, l'Odyssée de l'espace, et ça, il y a déjà, en fait, lui, il va encore même plus loin. Ça commence par 15 minutes où on voit en gros des hommes préhistoriques ou même des singes, en fait, qui sont en train de se tabasser avec des outils. En fait, c'est le début de l'utilisation de la technologie
Ça commence par ramasser un os de, de gnou et puis commencer à se taper dessus. Et effectivement, ensuite, il y a une ellipse absolument incroyable où il y a un os qui tourne en l'air et qui se transforme en un vaisseau spatial. Donc Kubrick a déjà fait en quelque sorte cette connexion avec vraiment les origines, les racines de la technologie et puis là où ça va nous amener. Et là où ça nous amène, c'est dans l'espace, avec une intelligence artificielle qui est HAL 9000 dans le vaisseau, qui prend le contrôle, mais qui est aussi assez bienveillante. Enfin, au final, ben, voilà, je voulais mentionner ça, que cette perspective de relier l'IA aux origines de la culture humaine a déjà été faite par Kubrick. Donc, est-ce qu'on passe à ma présentation? Allez, on y va. Donc voilà, donc comme je disais, le but c'est d'épanouir l'intelligence humaine grâce à l'IA. Et ça marche dans tous les secteurs. Donc notre application Magma Mentor est utilisée par des entreprises pour aider leurs employés à mieux bénéficier des programmes de formation en place. Donc c'est pas quelque chose de disruptif, c'est pas ok, faites tabula rasa et puis on va remplacer par une IA et puis tout va être transformé. Au contraire, souvent, on a déjà des programmes de formation en place. Et puis, ce qui se passe, c'est que leur impact sur la performance, la productivité des employés est souvent très décevante. Et avec la possibilité d'avoir un mentor personnel basé sur l'IA pour chacun des participants de la formation, ça fait exploser en fait l'efficacité de la formation et donc aussi l'impact que ça peut avoir sur les objectifs de l'entreprise globale. Donc par exemple avec Nestlé, c'est les programmes sur le leadership, Caterpillar c'était sur leur culture d'entreprise, avec Michelin c'était des choses en marketing, des programmes, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, notre IA n'est pas limitée à un sujet spécial, il n'y a pas de spécialisation, ça peut même être dans des écoles de business comme l'IMD ou des écoles d'hôtellerie comme le HL et ainsi de suite. Donc c'est vraiment tous les secteurs, tous les sujets, que ce soit des soft skills ou hard skills, comme on dit, ça fonctionne en fait avec notre approche. On peut renforcer l'efficacité de la formation et donc atteindre des résultats beaucoup plus satisfaisants. Un exemple, c'est par exemple Medtronic, qui propose des produits médicaux assez sophistiqués, enfin même très sophistiqués à des docteurs par exemple. Et donc, ils ont des équipes de vendeurs qui doivent maîtriser extrêmement bien tous les détails des produits, comment ça fonctionne, quelles ont été les recherches faites autour de ça, quelles sont les objections communes auxquelles il faut savoir répondre, ainsi de suite. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à maîtriser sur le bout des doigts pour pouvoir être un vendeur efficace chez Medtronic. Et donc, ils ont des programmes de formation, mais souvent, les vendeurs sont quand même débordés parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser tout le contenu. Et donc, nous, on a justement pris leurs documents de formation. Notre mentor a absorbé tout ça et il a fait un programme de micro-apprentissage, c'est-à-dire des petites questions, des petits résumés, qui a pu s'adapter ensuite à chacun des 200 participants. Et ce qu'on a vu effectivement sur cette courbe qu'on voit en bas ici, c'est que le niveau de maîtrise des participants a commencé assez bas, mais il a rapidement monté, et puis ensuite il s'est stabilisé à un très bon niveau. Donc c'est ça qui est important, c'est cette stabilisation à un haut niveau, qui permet en fait, même loin dans le futur, d'appliquer et d'activer très facilement toutes ces connaissances et compétences qui sont nécessaires pour être productif. Et ça, c'est à l'inverse de ce qu'on voit souvent dans les programmes de formation, c'est qu'effectivement, on a peut-être 3 jours intensifs sur un certain sujet, le niveau de connaissance va monter très vite, mais dès que la formation s'arrête, il descend très vite aussi. Et donc, c'est très dommage parce que, du coup, tous les efforts qu'on a mis en place n'ont servi à rien puisque tout a disparu. Et puis, on a effectivement des retours aussi des utilisateurs et des responsables de ce projet, que les collègues ont senti les bénéfices, ils sont plus conscients de leurs connaissances et plus confiants aussi pour discuter. Donc, c'est vraiment, ça ajoute à la fois des connaissances, de la confiance et puis de la mise en pratique de tout ça. Et là, c'est un autre exemple, c'est un contexte un peu différent, c'est un centre de formation pour les conseillers financiers, donc ils préparent des brevets, toutes sortes d'examens fédéraux, par exemple. Et puis là aussi, les retours sont extrêmement positifs, et puis on a même vu que notre application Magma Mentor était qualifiée de game changer, donc ça fait vraiment plaisir. On a aussi certains de nos utilisateurs individuels qui disent que ça a changé leur vie, effectivement, de pouvoir apprendre de cette manière tellement plus efficace que d'habitude. Donc voilà, c'était une petite introduction
ce à quoi ça sert, et puis un peu les choses qu'on a pu réaliser avec cette approche. Mais je pense que c'est bien pour mieux faire comprendre en fait de quoi il s'agit, de dézoomer un petit peu et puis de définir un peu de quoi il s'agit. Donc je vais faire une petite passage en revue déjà de qu'est-ce que c'est l'IA, et puis ensuite de qu'est-ce que c'est l'IA que nous, chez Magma Learning, nous avons développé depuis 2019. Parce que souvent, quand on dit IA, les gens se disent «Ah, c'est ChatGPT» ou bien «Generative AI», ce genre de truc. Mais c'est beaucoup plus large, l'IA. Et nous, on a développé à l'interne, avec des collaborations avec le PFL notamment, une IA qui est spécifique et qui est unique au monde, on peut dire. Mais pour comprendre, c'est bien de voir un peu ce que c'est l'IA et qu'est-ce qu'on a fait exactement. Donc, on va commencer très simple. On commence par qu'est-ce qu'un réseau de neurones. Donc, évidemment, je pense que vous savez tous que le prix de physique, le prix Nobel de physique 2024 a été attribué à des chercheurs qui ont découvert un peu ce concept de réseau de neurones artificiels. C'est assez choquant parce qu'on se dit que c'est pas vraiment de la physique. Mais en fait, ils ont mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement puissant et d'extrêmement profond, comme on va le voir ici. Donc, en fait, c'est très justifié de leur attribuer un prix Nobel de physique. Donc ici, sur l'image, ce qu'on voit, c'est juste un neurone. Il faut penser à ça comme une petite cellule. Et cette petite cellule, comme dans notre cerveau, on a des neurones, cette petite cellule est capable de recevoir un signal et ensuite de transmettre un signal. Donc elle transmet un signal à un autre neurone. Donc là, on commence déjà à avoir un réseau. C'est un réseau de 2 neurones. Petit réseau. Un petit réseau minime. Il y a des gens, ils n'ont pas beaucoup plus que ça. Donc, donc ça permet en fait de communiquer d'un neurone à l'autre. Et ce qui est important, c'est que la force du signal peut être ajustée. Donc le neurone peut décider d'envoyer un signal fort au prochain neurone, ou alors d'atténuer, d'envoyer un signal faible, ou alors même de couper le signal et de rien envoyer du tout. Donc en fait, ces connexions peuvent être décrites par un chiffre qui serait par exemple 100% ou 25%, qui serait la force de la transmission du signal. Et évidemment, quand on fait un réseau de neurones utile, il a plein de neurones, généralement des milliers, des millions, même des milliards, on verra les chiffres plus tard. Ici, on voit simplement 2 couches de neurones, donc ils sont organisés par couche, et tous les neurones de la première couche vont communiquer avec ceux de la deuxième, qui communiquent avec ceux de la troisième, et on peut avoir une succession de couches comme ça. Donc, qu'est-ce que ça peut faire, par exemple, ce type de réseau de neurones artificiels? Eh bien, ça peut reconnaître un chien dans une image. C'est marrant que tu aies choisi un chien parce que souvent on parle des chats. Oui, mais moi je d'ailleurs préfère plus les chiens, mais effectivement, il y a aussi des chats. Je crois qu'il y a une histoire avec les chats et la reconnaissance d'images, notamment chez Google, je crois. Je sais pas Mais exactement bref. ce que ça peut être. Bon, évidemment, les chats dominent Internet, donc je me suis dit, Voilà, je c'était vais ça. mettre un chien plutôt. Mettons un chien. Euh, je pense pas qu'il y avait des raisons beaucoup plus profondes que ça. Mais en gros, on prend une image qui en fait, c'est peut-être 1 million de pixels. Donc, c'est simplement des pixels qui ont une certaine couleur. Et puis, on va dire au réseau de neurones, on va faire entrer en fait chacun des pixels dans un neurone. Donc ça, c'est le signal qui débute en fait tout ce processus de transmission de neurone en neurone. Et chaque neurone est responsable dans la première couche de dire « Ah ok, ça c'est bleu, ça c'est rouge », c'est vraiment très simple. Et ensuite, le signal va passer de couche en couche, va se propager à travers les neurones, et au final, on aura simplement 2 neurones à la fin. Et si c'est le bleu qui est activé, par exemple, ça voudra dire « Ok, j'ai trouvé un chien dans l'image ». Et si c'est le rouge, c'est « Non, il n'y a pas de chien ». Donc c'est vraiment très simple. On a un processus de transmission des signaux avec la différente force de connexion entre les différents neurones. Et au final, ça active soit le neurone chien, soit le neurone pas chien. Et donc, à chaque fois, on montre une image, on dit « Est-ce qu'il y a un chien ?» Et le réseau de neurones se prononce. Donc ce qu'on va faire, c'est donner des milliers ou des millions, enfin énormément d'images au réseau de neurones. Certaines auront des chiens, d'autres n'auront pas de chiens. Et à chaque fois, on va lui dire « Est-ce que tu vois un chien là-dedans ?» Et donc là, on va donner une certaine image. Il va répondre « J'ai trouvé un chien ». Et en fait, il n'y avait pas de chien. Donc il va dire « Ah ok, donc je me suis trompé ». Et il va corriger la force des connexions entre neurones, comme c'est représenté ici. Et il va essayer de renforcer les connexions qui étaient utiles et qui approchent de la bonne réponse, et ensuite affaiblir celles qui sont inutiles et qui éloignent de la bonne réponse. Donc au final, c'est seulement ça.
c'est seulement un système de renforcement de connexion entre neurones qui, à chaque fois qu'on lui montre une image, et qu'on lui pose la question, va le faire se rapprocher de la bonne réponse pour la prochaine fois. Donc c'est d'où aussi cette expression d'apprentissage automatisé. Oui, exactement, c'est ça l'apprentissage Ok. automatisé. Donc c'est pour ça que Hopfield et Hinton ont eu le prix Nobel, c'est parce qu'ils ont mis en place cet algorithme de renforcement automatique des connexions internes du réseau de neurones artificiels. Ok. Euh, et c'est assez magique parce que c'est la seule chose qui s'est passée. En fait, on n'a pas écrit de code qui disait si tu vois des oreilles, c'est un chien. Le code est implicite dans le réseau de neurones et il est capable, comme un humain, de reconnaître par lui-même en fait la présence d'un chien, par exemple. Donc c'est vraiment très impressionnant. Après, ça ne s'arrête pas aux images, évidemment. Exactement ce même système de réseau de neurones connectés avec des connexions qui peuvent apprendre quand on leur montre des données, peut marcher pour beaucoup de types de données différentes. Donc, par exemple, tout le monde a entendu parler de ChatGPT ou d'autres chatbots. Et là, c'est exactement le même type de réseau de neurones artificiels qui va prendre non pas des pixels mais des mots. Par exemple, le chien est dans le, qui va ensuite faire traverser tous ces mots à travers ces différentes couches de neurones, et puis finalement dire, voilà, je pense que le prochain mot, ce sera salon ou jardin, ou ce genre de choses. Et effectivement, quand on lui montre énormément de textes, presque tout le texte trouvé sur le web, plus tous les livres, plus tous les articles, enfin, Il sait tout. l'entièreté du texte écrit par les humains dans toute l'histoire, et on lui dit à chaque fois, on lui cache le prochain mot, on lui dit qu'est-ce que tu penses? Ah non, c'était ça, voilà, c'était ça. Et finalement, euh, il apprend vraiment à rédiger des textes très plausibles, mais il apprend même plus que ça. Il apprend presque à raisonner, enfin en tout cas des premiers indices de raisonnement assez profonds. Et puis ça crée vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Euh, Oui, peut-être juste pour donner une idée d'échelle, Ouais. pour des systèmes comme ChatGPT, on a 100 milliards de connexions entre les neurones. Donc c'est vraiment gigantesque. Alors que pour reconnaître une image, comme on l'a vu avant, il suffit d'avoir, disons, quelques milliers de connexions ou quelques dizaines de milliers. Ça suffit déjà pour avoir un système qui est assez fiable pour reconnaître un chien. On est sur des échelles qui sont complètement folles. Oui, c'est assez fou. C'est assez fou, effectivement, mais on voit que c'est pas si fou au final Ok. si on compare ça à l'apprentissage humain. Allez, on y va. Parce que, effectivement, c'est très inspiré, ces réseaux de neurones artificiels sont très inspirés des neurosciences, de ce qui se passe dans le cerveau humain, effectivement. Et finalement, on a vu que c'était pas si compliqué au niveau technique, c'est juste simplement transmettre un signal à travers des connexions. Et l'apprentissage humain, non seulement au niveau, disons, neurologique, avec le réseau de neurones biologiques qui est le cerveau, mais aussi au niveau presque psychologique, ça se passe de manière assez similaire, en fait. Ok. Donc c'est intéressant de comparer. Évidemment, il y a toute cette science de l'apprentissage qui combine la psychologie cognitive, expérimentale, avec les neurosciences, l'anthropologie, toutes sortes de choses, mais qui a trouvé des résultats qui montrent quelles sont les bonnes approches efficaces pour apprendre et qui amènent vraiment à une performance accrue. Donc là, on peut en quelque sorte imiter en fait le dispositif qu'on avait tout à l'heure. Donc ici, on a un réseau de neurones qui est biologique cette fois, et il n'a pas 100 milliards de connexions, mais 100 000 milliards de connexions, donc 1000 fois plus que ChatGPT. Ok. Donc c'est vraiment gigantesque. Donc finalement, c'est assez modeste pour ChatGPT d'avoir seulement 100 milliards. Mais ici, on peut de la même manière poser une question. Une question par exemple, c'est d'où vient la masse d'un arbre? Donc ici, la question, c'est, on prend une graine qu'on va planter dans la terre, qui peut-être elle pesait quelques grammes, et si on revient 50 ans plus tard, on aura un arbre immense qui va peser des milliers de kilos, et du coup, d'où est venue la majorité de cette masse? Et peut-être on lui propose comme une sorte de question à choix multiple, on peut lui dire, voilà, est-ce que ça vient de la terre, de l'eau, de l'air? Et puis là, le cerveau biologique va se prononcer. Peut-être tu as une idée sur cette question? Eh bien, entre-temps, j'ai demandé à ChatGPT. Ok. Non, non. Instinctivement, j'aurais dit les trois.
Oui, mais il y en a un Mais qui puisqu'il contribue faut plus que les autres. choisir, bien sûr, mais je n'arrive pas à mentir, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'air. Effectivement, c'est très surprenant, mais ça vient effectivement de l'air à travers la photosynthèse. Le CO2 est absorbé pour créer du glucose, et donc la majorité de la masse va venir de l'air. Donc c'est assez fou, parce qu'on se dit l'air, ça pèse rien, ce genre de truc, Mhm. mais effectivement, il y a quand même du carbone dedans. Euh, donc voilà, ici on a vu, comme si on avait fait un feedback en fait tout à l'heure sur l'image de chien, ici on fait un feedback sur le fait que la masse d'un arbre vient de l'air, et donc des connexions littéralement neuronales entre tes neurones, en Mhm. l'occurrence, vont se renforcer pour se rapprocher de cette bonne réponse. C'est sûr que j'en parlerai ce soir en rentrant à la maison. Ça c'est clair. Euh, donc on voit qu'il y a beaucoup de similarités. On a aussi une similarité au niveau du fait que les sciences de l'apprentissage ont montré que si on veut maîtriser une compétence complexe, par exemple être un bon leader ou bien communiquer ou des choses comme ça, on ne peut pas directement nous balancer la compétence complexe. Ou bien là, ça ne servira à rien de dire, c'est une question un peu de botanique par exemple, ce serait un peu absurde de dire comme question à quoi réfléchit un botaniste. Parce que c'est trop large et tu Mhm. n'aurais rien appris là-dessus. Faut être très détaillé. D'où vient la masse d'un arbre? Ok, du CO2, c'est très précis. Et effectivement, de la même manière, pour un réseau de neurones, si on lui montrait une image beaucoup trop complexe, avec plein de détails, tout ça, ça ne lui permettrait pas d'apprendre par rapport à un gros plan d'un chien ou un animal à la fois, et ainsi de suite. Ça, c'est le concept justement de micro-apprentissage. Donc, comme je disais, les compétences complexes, on les maîtrise pas en les attaquant frontalement, mais en les décomposant on pourrait dire, en unités simples, en briques, en fait, on pourrait dire conceptuelles, et en maîtrisant d'abord toutes ces briques, l'une après l'autre, puis ensuite en les combinant, puis ensuite en construisant effectivement quelque chose de complexe. Donc Mhm. c'est comme ça que le cerveau humain apprend de la manière la plus efficace. Et ça, c'est aussi une des similarités entre l'IA et l'humain. Et il y a un autre mot aussi, c'est de l'apprentissage actif. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans ce processus, c'est pas simplement, je t'ai pas simplement dit la masse d'un arbre vient de l'air, ce qui aurait été très passif pour toi, puis tu aurais peut-être dit ah ok d'accord, intéressant. Mais au final, ça a été un apprentissage actif. Donc je t'ai posé la question, tu as dû te prononcer, donc tu as dû activer ton réseau de neurones tel quel, et ensuite tu as eu le retour qui a permis Exact. d'améliorer ton réseau de neurones. Donc ça c'est aussi un point très clair dans la recherche sur l'apprentissage, c'est qu'on apprend beaucoup mieux de manière active plutôt que passive si on écoute ou si on lit quelque chose. Ouais, bien sûr. Et finalement, la partie la plus importante, et ça, ça a été montré effectivement par Bloom et d'autres chercheurs, que la personnalisation, c'est ça qui peut avoir le plus gros impact sur la qualité et la performance, la durabilité de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, si on revient au réseau de neurones qui apprenait à reconnaître les chiens, au tout début de son apprentissage, il avait même pas encore compris les formes et la géométrie et ces genres de trucs. Au début, il est vraiment très bête, il voit peut-être juste une tache rouge ou il voit très peu de choses. Donc si à ce moment-là, on lui demande de distinguer entre un loup et un Mhm. labrador, il verra juste des taches jaunes et c'est pas du tout utile pour lui à ce moment-là de voir ce type d'image. Et à l'inverse, quand le réseau de neurones est déjà bien avancé et qu'il est capable de reconnaître même des races de chiens et ainsi de suite, si on lui demande, on lui montre un caniche et un camion de pompiers, puis on lui dit lequel est un chien, ça va pas lui servir non plus, parce que c'est trop évident à ce Mhm. niveau-là. Et pour les humains, c'est exactement la même chose. Ce qui est important, c'est cette personnalisation, de donner à chacun du contenu qui est vraiment adapté à son niveau de performance, à ses connaissances et à son progrès. Je pense Oui, que tu vas y venir peut-être tout à l'heure oui. pour quand on regardera la démo. Comment cette intelligence artificielle, elle arrive à régler cette personnalisation dans le Mhm. sens, je ne sais pas, est-ce qu'on a déjà des cases qui existent entre les différents modes d'apprentissage individuels et puis il y a 5 grandes tendances qui se dessinent et l'IA, elle arrive à voir Oui. euh, dans quelle case tu es et du coup elle s'adapte? Ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose de beaucoup plus personnel où elle arrive à
auto-apprendre qui tu es et comment elle doit te parler et Oui, comment elle exactement. doit... Donc, c'est Ouais. exactement le but de cette présentation, c'est d'en venir là. Donc, Ok, ok. tu anticipes Je suis trop exactement impatiente, la pardon. prochaine slide. Et effectivement, il y a des approches très, disons, classiques et rigides qui vont effectivement catégoriser les gens, un peu comme tu le décris. Il y a aussi ce mythe des styles d'apprentissage. Certains seraient plus visuels, d'autres auditifs. Ça, c'est complètement des mythes. Les sciences de l'apprentissage ont démontré qu'il n'y a pas de vérité là derrière. Ok. Et c'est un peu dommage toujours quand on catégorise ou qu'on classifie les gens parce que c'est tellement personnel et l'IA peut aller tellement plus loin en fait. Donc Ok. c'est ce qu'on va voir ici, et qu'on a une vraie personnalisation, mais effectivement beaucoup de systèmes d'apprentissage e-learning par exemple vont dire ah nous on a une personnalisation et puis au final si tu regardes ce qu'ils font c'est effectivement ils ont 4 types de personnes, les bêtes, les intelligents, ce genre de trucs. Et puis, très rapidement, ils te font peut-être un questionnaire de placement, et puis ensuite, ils t'ont placé dans une catégorie, et puis ils disent que c'est personnalisé. Mais Ok. c'est un type de personnalisation qui est très faible et même contre-productif par rapport à nous, ce qu'on a fait. Mais c'est ça le point central, tu as mis exactement le doigt sur la bonne chose, c'est que pour personnaliser, c'est nécessaire de savoir ce qui se passe dans la tête de l'apprenant. Parce que comment lui donner le bon contenu au bon niveau, au bon moment, si on n'a aucune idée de ce qu'il a compris, de ce qu'il connaît, c'est impossible. Donc effectivement, ça lance un défi. Et ce défi, c'est exactement celui qu'on a relevé avec Magma Learning depuis 2019. Magnifique. Donc l'idée, c'est de connecter ces intelligences. On a vu les réseaux de neurones artificiels, on a vu l'intelligence humaine. Comment on les connecte afin d'amplifier l'intelligence humaine? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un nouveau type d'intelligence artificielle ou un nouveau type de réseau de neurones qui n'est pas entraîné avec des pixels ou avec des mots comme ChatGPT, mais qui est entraîné avec des données d'apprentissage. Donc ça veut dire en gros, les réponses qui ont été données, par exemple, certains ont répondu d'où vient la masse d'un arbre, ils ont répondu terre, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est des clics, on peut dire, qui ont été donnés sur notre application Magma Mentor. Et à partir de ces données d'apprentissage, on a nourri un réseau de neurones et on l'a ensuite entraîné à prédire le taux de maîtrise ou le niveau de connaissance de chaque apprenant pour tous les milliers de concepts qu'il est en train d'apprendre simultanément. Donc ça, c'est vraiment unique à Magma Learning, c'est unique à ce qu'on fait. C'est ce type d'intelligence artificielle qui est capable de comprendre ce qui se passe dans le cerveau humain pendant l'apprentissage. Et ça implique non seulement les phases où le niveau de connaissance va monter, mais aussi comment il va descendre, parce que chacun va oublier de manière différente. Et évidemment, ce réseau de neurones est aussi assez gigantesque. Il est capable de détecter des différences d'un individu à l'autre qui sont très très fines. Donc ça va bien au-delà de dire il y a 5 catégories d'apprenants, toi tu es dans cette boîte. Ça va beaucoup plus loin que ça, effectivement. Et quel est le résultat? Donc effectivement, on peut demander à notre IA pour un certain apprenant, pour un certain concept, par exemple cette question de la masse d'un arbre, on va dire dans le temps, donne-moi ou prédis-moi son niveau de connaissance à chaque moment. Et ce que ça donne, c'est ce genre de courbe, donc, qui à chaque moment du temps, on a conscience, enfin, on a une compréhension de où il peut se trouver en fonction de son progrès de maîtrise. Et oui? Non, pardon, j'avais peut-être une question sur le terme apprentissage. Oui? On le sait, hein, on perd des choses, mais on en gagne, dans le sens où avant on apprenait beaucoup à une certaine époque, ensuite un petit peu moins, et avec l'arrivée des nouvelles technologies, notamment Internet, où on a le savoir au bout du téléphone, on est moins amené à apprendre par cœur, par exemple. Oui? Quand on parle d'apprentissage ici et de la formation, on est d'accord qu'on parle aussi d'apprentissage de comment apprendre à apprendre, comment être curieux, comment développer certains sens. Et on n'est pas que sur apprendre par cœur les choses pour ensuite avoir une maîtrise de ce qu'on est en train d'étudier. Oui, c'est un excellent point qui est souvent soulevé, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre, Oui, au final? voilà, c'est un Et peu ça. finalement, en sciences de l'apprentissage, les scientifiques ont une définition vraiment très simple. Apprendre, c'est un changement dans la mémoire long terme. Ok. Donc, si tu dis, oui, j'ai appris à tricoter, ou je sais pas, j'ai appris la capitale
du Ghana, Mhm. mais qu'au fond, il n'y a aucun changement dans ta mémoire long terme, c'est-à-dire qu'une semaine plus tard, tu n'as aucune idée de quoi il s'agissait, tu ne peux pas vraiment dire j'ai appris quelque chose. Donc il Donc, faut comprendre d'une donc, certaine il faut manière. effectivement comprendre, mais la mémoire long terme va vraiment filtrer l'information, et on va y venir tout à l'heure Ok. justement. La mémoire long terme est facilitée par une compréhension profonde en fait des choses. Donc si on essaie de mémoriser les choses d'une manière bête, ça prend beaucoup plus d'énergie et de place, disons, entre guillemets, dans la mémoire long terme, que si on a un système cohérent qui place les choses au bon endroit, qui les connecte. Ok. Mais au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mémorisation, c'est absolument crucial dans l'apprentissage. Et même, on ne peut pas définir, on peut pas euh, parler d'apprentissage s'il n'y a pas un changement dans la mémoire long terme. Euh, et c'est valable pour les compétences dures et douces, c'est vraiment valable à tous les niveaux. Ok, intéressant. Et souvent, ce point-là est assez mal compris. Effectivement, je pense qu'il y a une sorte de réaction décalée dans le temps, parce que peut-être quelques siècles en arrière, ou même disons un siècle en arrière, on avait des écoles qui avaient une approche très scolastique, c'est-à-dire juste mémoriser par cœur des poèmes, des faits, des choses comme Mhm. ça. Euh, et on a une sorte de réaction en ce moment en disant ah non, la mémoire, ça vaut rien. Mais en fait, et puis justement, comme tu dis, avec Google en plus, on a qu'à faire la recherche Google, et donc pourquoi mémoriser les choses? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au final, et tu l'as mentionné, le but, c'est d'augmenter la créativité et la curiosité et la capacité de réflexion critique des humains. Et pour arriver à ça, de nouveau, la science est assez claire là-dessus. Ce qu'il faut, c'est augmenter le nombre de faits euh, et de concepts qui sont maîtrisés dans la mémoire à long terme. Donc pour bien réfléchir, on a besoin de connaître beaucoup de choses. On ne peut pas réfléchir sans rien connaître. Ok. Si je te dis, je te pose réfléchis, je ne sais pas, à la renormalisation en mécanique quantique, tu pourras me sortir, je ne sais pas quoi, mais ça va Ouais, risque de, tu vois, ça risque d'être court. ça va être court, ouais. Et à l'inverse, moi aussi, si tu me poses d'autres questions, mais bon. Donc, du coup, mais ça va beaucoup plus loin, en fait. Et là, c'est très dangereux, et c'est là où l'arrivée de l'IA, par exemple, est à la fois une opportunité, mais un grand danger en même temps. Parce que comme tu dis, avec Google, on a l'impression qu'on n'a plus besoin de mémoriser des choses parce qu'on peut simplement les rechercher. Et avec l'IA, peut-être, avec des systèmes comme ChatGPT, des chatbots, cette impression va encore augmenter. On parle aussi d'assistants maintenant qui seraient toujours avec nous et qui nous disent Mhm. comment accomplir telle tâche au travail juste au moment où on en a besoin. Et puis ce serait génial et tout ça. Mais au final, ça va nous affaiblir parce qu'on a toujours un assistant qui nous apporte en fait sur un plateau les concepts et les idées qui sont nécessaires dans notre vie. Mais ce que ça implique, c'est qu'on vivrait dans un monde appauvri. C'est-à-dire que euh, on- le monde dans lequel on vit, et c'est pas, il vient de l'intérieur en fait. Cézanne disait la nature est à l'intérieur. J'adore cette citation. Mais ce que ça veut dire clairement, c'est que si on a parlé de botanique tout à l'heure, par exemple, un expert en botanique, quand il se promène dans une forêt, il voit énormément de choses en plus que nous. Il va Mhm. voir différents types d'arbres, il va voir les spécialités, il va voir des choses exceptionnelles. Et il aura vécu une promenade très enrichissante, très stimulante. Tandis que quelqu'un qui connaît rien, ou même qui a vécu toute sa vie dans une ville, par exemple, qui a jamais vu un arbre, il va faire une promenade en forêt, il va dire c'était très vert, il y avait des trucs bizarres. Euh, et donc, ce que je veux dire, c'est que quand on ne connaît pas vraiment des faits concrets et qu'on les a solidement dans sa mémoire, Mhm. littéralement, on vit dans un monde appauvri. Parce qu'on n'est pas capable de voir les choses qu'on ne connaît pas. C'est comme on n'est pas capable de savoir ce qu'on a oublié, par Mhm. exemple. Donc si on ne pense pas à quelque chose, ben, simplement ça disparaît de notre monde. Et ça, c'est très triste parce que ça appauvrit non seulement notre expérience de vie au quotidien, mais aussi nos possibilités créatives. En fait, la créativité, c'est seulement pouvoir connecter des idées entre elles. Mais si on n'a aucune idée dans la mémoire long terme, si on n'a pas des concepts à connecter, on ne va pas les connecter. Et puis c'est tout, on ne sera pas créatif. Donc pour être créatif, il faut avoir une mémoire très riche et ensuite avoir cette opportunité de connecter des concepts plus ou moins distants entre eux. Donc effectivement, si on dénigre la mémoire, ça peut amener à des situations très regrettables.
Ok. Ok. Donc peut-être on avance un peu. Oui, on a très très envie de savoir comment justement Magma Learning va nous aider dans cet apprentissage personnalisé. Donc déjà, notre IA est capable de savoir ce qui se passe au niveau de... Enfin, il y a deux fois niveau, mais bon, en ce qui concerne notre niveau de connaissance pour chacun des concepts Ok. qu'on apprend. Et généralement, ça ressemble à ce genre de courbe. Donc il y a une phase d'apprentissage où ça a monté, on est content. Et ensuite, on dit c'est bon, je maîtrise, et on arrête l'apprentissage. Et ce qui va se passer, c'est ce genre de courbe qui chute très rapidement et qui représente effectivement l'oubli. Et peut-être une semaine après une formation en entreprise, par exemple, on a déjà oublié la majorité de ce qu'on était censé mettre en pratique. Et donc, du coup, on ne les met pas en pratique et on ne se rend même pas compte qu'on ne les a pas mis en pratique parce qu'on a oublié. Donc, du coup, c'est ça, en fait, qui est responsable de l'inefficacité de l'apprentissage en entreprise, mais aussi au niveau personnel. Si on lit un livre de 300 pages, un mois plus tard, on peut peut-être faire 3 phrases dessus, mais c'est tout. Donc, il y a vraiment une inefficacité incroyable et c'est dû à ce genre de courbes. Ce genre de courbes sont connues depuis plus d'un siècle en psychologie, en fait. Donc, notre IA a redécouvert, en quelque sorte, simplement en lui donnant des clics, on peut dire, d'utilisateurs, d'apprenants sur notre app, elle a reproduit des phénomènes psychologiques du cerveau humain. Donc, c'est assez impressionnant. Et par comparaison, si on regarde l'IA, donc un réseau de neurones artificiel, lui, une fois qu'il est entraîné, il s'arrête, il se fige en fait totalement. Donc son niveau de performance est totalement stable et il donnera toujours les mêmes réponses et ainsi de suite. Donc quand on compare l'apprentissage humain et l'apprentissage IA, effectivement, l'IA va arriver à un niveau de performance qui est ensuite stabilisé. Donc la question, effectivement, c'est comment aider les humains à stabiliser leurs connaissances à un très haut niveau également. Et là aussi, notre IA a proposé la solution. Et la solution, c'est de réactiver les connaissances au moment où elles sont, où elles menaçaient d'être totalement oubliées. Donc, on a un apprentissage qui fait monter la connaissance. Ensuite, ça va chuter très rapidement. Mais avant que ça arrive à zéro, on va réactiver cette même connaissance. Donc, par exemple, reparler de la masse d'un arbre, d'où vient-elle? Et on voit que la deuxième fois, la courbe d'oubli est un peu plus lente. Et on réactive finalement encore quand on arrive à peu près à 50% de maîtrise. Et graduellement, en fait, la courbe de connaissances va s'aplatir au sommet. Et c'est ce qu'on a vu par exemple chez Medtronic, il y avait une montée des connaissances et ensuite elles restaient très hautes au lieu de redescendre comme d'habitude. Donc ça aussi, c'est connu, ça s'appelle la répétition espacée ou l'effet d'espacement en sciences de l'apprentissage. Mais nous, on redécouvre en fait ce genre de choses avec notre IA qui optimise le processus d'apprentissage chez les humains. Donc avec ça, on a un modèle de ce qui se passe dans l'esprit humain et on a une approche pour aider les humains à atteindre des très hauts niveaux de connaissances et donc de compétences. Je crois que c'est ce que je voulais montrer. Donc, en conclusion, on voit que l'intelligence artificielle, c'est pas si magique. On peut la démystifier simplement en regardant un peu au niveau technique que c'est juste des connexions entre neurones. Et il y a cet apprentissage automatique qui permet de renforcer les connexions. Et finalement, c'est très similaire à l'apprentissage humain. Et nous aussi, dans notre cerveau, on va consolider des connexions pendant l'apprentissage actif. Et l'idée, c'est de connecter les deux. C'est-à-dire que l'IA peut aider les humains à mieux apprendre et ça rend les programmes de formation beaucoup plus efficaces, avec beaucoup plus d'impact et ça les rend plus agréables aussi parce que cette personnalisation qu'on a évoquée, ça rend les choses très pertinentes. Parce que si on doit se taper des modules e-learning qui sont uniformisés, on clique à travers chaque chapitre, c'est très... La moitié des choses tombent à côté, soit c'est pas pertinent pour nous, soit on connaît déjà, soit c'était trop difficile. Donc il y a tellement d'opportunités de tomber faux que finalement ça nous dégoûte, ça nous frustre. Alors qu'avec notre approche personnalisée, à chaque fois qu'on ouvre l'application, donc généralement c'est bien si on fait 5 à 10 minutes par jour sur l'application, on va avoir du contenu qui est juste un tout petit peu plus loin que notre niveau actuel. Donc ça nous stimule, en même temps c'est faisable, et ça nous procure de la satisfaction d'apprendre et cette joie de l'apprentissage qu'on peut réactiver. Donc est-ce qu'il y a peut-être des questions déjà à ce niveau-là sur cette partie de présentation? Après je montrerai l'app elle-même, et puis on pourra regarder à quoi ça ressemble. Eh bien je pense qu'on peut déjà entrer dans l'application Magma Learning, parce que je ne vois pas de questions dans le chat. Non. Alors du coup,
Je vais mettre en plein écran. Donc, OK, donc là, on peut passer sur l'application. OK. Donc ça, c'est l'application Magma Mentor. C'est une version de démonstration. Donc là, c'est un peu du contenu justement sur les sciences de l'apprentissage ou sur les programmes de formation, ce genre de choses. Donc, on peut aller directement dans le vif du sujet. Donc, en tant qu'utilisateur de l'app, on a une interface très simplifiée avec juste un bouton Learn. D'ailleurs, on peut mettre en français. Je vais rapidement mettre en français. Donc, c'est multilingue. Donc là, on l'a en version web, mais c'est vraiment une application qu'on télécharge Oui, c'est ça. depuis les App Store. Oui, tout à fait, c'est les deux. Donc, c'est une app Magma Mentor pour iPhone et Android, Mhm. mais on peut aussi l'avoir sur son ordinateur. Ok. Donc, ça dépend un peu de chacun. Certaines entreprises préfèrent l'avoir comme ça. Mais avec ce concept de micro-apprentissage, si on a 5 minutes dans les transports publics ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus pratique de l'avoir sur son Ouais, téléphone, en effet. complètement. Ouais. Euh, donc, on a ce bouton Apprendre. On clique là-dessus et donc sous le capot, on pourrait dire, le mentor IA va, en sachant où on en est dans nos courbes d'apprentissage, nous proposer des contenus qui sont spécifiquement bénéfiques pour nous à ce moment-là. Donc on peut regarder, c'est ce genre de questions un peu à choix multiples. Ici, on a quel principe fondamental du behaviorisme est souvent impliqué dans la formation d'entreprise pour renforcer les comportements. Donc je pense ici, c'est peut-être le renforcement positif, par exemple. Hmm. Ok, la connexion un petit peu lente peut-être, mais ça devrait aller. Et voilà. Donc ici, on voit qu'il y a différents formats de questions. Ici, c'est une question qu'on doit taper soi-même. Mhm. Donc là, c'est encore un peu plus actif que de simplement cliquer sur un bouton. Là, je vais cliquer sur n'importe quoi. Ça va nous dire non, c'était pas ça, c'était extinction. Et ainsi de suite. Donc on a tous les formats de questions imaginables. Ça peut venir avec des images, avec différentes choses, mais c'est vraiment pas limité. Peut-être une question, j'avais lu qu'on pouvait donc apprendre aussi ses propres, enfin, ses propres formations qu'on peut télécharger dans l'application, qui se mélangeraient aussi avec de la connaissance que vous allez chercher en ligne. Oui, exactement. Donc, effectivement, là, on voit un peu en surface ce qui s'est passé, la partie émergée de l'iceberg, on pourrait dire, mais dessous, en fait, il y a des documents. Et effectivement, chaque question ici a été inspirée par un document, et à la Mhm. fin de la question, on peut cliquer sur ce bouton ici, et ça va ouvrir le document en question. Donc là, c'était un texte justement sur l'apprentissage en anglais, et ça va ouvrir la page qui a inspiré la question. Donc, ce qui s'est passé en amont, on peut dire, c'est que, par exemple, quand on travaille avec une entreprise, ils nous envoient leurs documents de formation. Donc souvent, c'est des PowerPoint, ce genre de choses. Donc c'est la même chose qui va être montrée aux participants. Et notre mentor va analyser tout ça, absorber tout ça, transformer sous forme justement de micro-apprentissage actif. Ok. Et on aura en place du contenu qui reflète exactement les idées clés et les procédures, les points clés qui étaient contenus dans les documents de formation. Ça Et, permet de contextualiser vraiment. et lorsque l'on souhaite un petit peu aller un peu plus loin que ces documents-là, est-ce qu'il y a la possibilité d'aller chercher de l'information donc vers d'autres sources Mhm. et à quel moment on accepte en fait l'ouverture vers ces autres sources? Oui, alors ça, c'est tout à fait possible, effectivement. Après, c'est une discussion à avoir avec chaque entreprise. Certaines ne veulent surtout pas introduire de la confusion en rajoutant peut-être du contenu qui ne serait pas officiel, donc Mhm. pas contenu dans les documents fournis. Mais d'autres disent non, là c'est bon, on peut effectivement laisser l'IA utiliser ses propres connaissances pour compléter Ok. le programme d'apprentissage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette app existe aussi en version grand public. Mhm. Donc n'importe qui peut la télécharger sur l'App Store maintenant gratuitement et dire, moi je veux apprendre n'importe quel sujet, l'histoire de la musique baroque par exemple, je sais pas. Et donc du coup, ça va générer à partir simplement de ce thème tout un programme de formation qui va s'amplifier au fur et à mesure que l'utilisateur apprend avec. Et on peut, en tant qu'utilisateur privé, on peut même dire, voilà, j'ai un document en PDF, par exemple, de 200 pages, ben, aide-moi graduellement à maîtriser tous les contenus du document. Donc, les sources, en fait, sont multiples. Elles peuvent être soit vraiment figées sur ce qui nous est fourni, ou alors étendues au-delà.
Ce que tu dis me fait penser aussi, c'est un peu hors cas d'entreprise, quoique pour l'apprentissage d'une langue, il y a une multitude d'outils et d'applications mobiles qui existent justement avec des répétitions à long terme. Oui. Est-ce qu'on pourrait demander à Magma aujourd'hui de réviser par exemple une liste de vocabulaire ou de commencer à jouer avec une nouvelle langue pour un apprentissage? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que les langues, c'est souvent à l'âge adulte un peu ce qu'on continue d'apprendre. Euh, et effectivement, avec une liste de vocabulaire, ça marche extrêmement bien. Mais il faut voir aussi que c'est pas dédié, c'est pas une app dédiée à l'apprentissage des langues. Donc, il y Mhm. aura rien, par exemple, pour aider à la prononciation ou ce genre de choses. Ok. Et parfois, on peut être un peu déçu. Par exemple, si on installe l'application. euh, la première question qu'elle va nous poser, c'est que veux-tu apprendre? Si on met espagnol, eh bien, elle risque de se lancer sur un programme d'apprentissage de quels sont, par exemple, quels sont les pays qui parlent espagnol, quelle Ok, est oui, l'histoire l'histoire de de l'Espagne. l'espagnol, Ok, ouais, ok, 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 exactement, d'accord. quels sont, voilà, donc il faut être un peu précis, dire, ok, j'aimerais une liste de vocabulaire niveau B2 Ok. sur l'espagnol, par exemple, et là, du coup, on peut donner un peu de contexte et on aura quelque chose de très utile. Mais c'est vrai que cette application, repartons sur le modèle plutôt apprentissage personnel au sein Mhm. de l'économie, on pourrait dire, ou de son job ou dans les entreprises Ou des universités, donc ou c'est des à la fois universités. académique, on peut vraiment tout apprendre avec, et ça va au-delà des langues, en fait, Ok. exactement. Donc ici, on était sur une des ressources, du coup, comment je le fais? Oui, comme ça. Donc on a vu qu'effectivement, chaque question peut être inspirée par un document, et on a Mhm. accès à ce document, on peut même ensuite aller dire, ah mais j'ai pas bien compris, et on peut soit poser une question, soit lui dire, explique-moi mon erreur. Et du coup, là, l'IA va générer une erreur une explication qui est personnalisée. Donc, bon, là, il est en anglais parce que le document est en anglais. Mais il va nous dire, voilà, toi, tu as répondu comme ça, c'est faux pour telle raison, et nous expliquer qu'est-ce qui est plus correct. Voilà, donc ici, on a justement, ça c'est basé sur la présentation que je viens de montrer, il a extrait une image, et puis là, il va poser une question là-dessus. Donc, on voit que si on répond un peu n'importe quoi, il va nous dire, non, c'était faux, ça c'était celle en bleu qui était correcte. Donc, on a toujours, c'est ce fameux retour Mhm. qui permet de renforcer les bonnes connexions neuronales. Donc il faut surtout pas voir cette application comme une sorte de test ou d'examen en blanc. C'est vraiment de l'apprentissage actif, comme on a vu tout à l'heure. C'est des questions qui nous stimulent. Si on fait des erreurs, c'est pas grave. C'est justement une occasion d'apprendre. Et puis on avance comme ça avec des questions qui nous stimulent. Est-ce qu'on est sur du multimodal, c'est-à-dire est-ce que là je vois que tu as intégré une image, Oui. euh, il y a du texte, est-ce que le son aussi est pris en compte? Puis ça me vient aussi avec cette Mhm. question de dialogue avec Magma. Oui, alors le son, effectivement, on peut l'ajouter dans certains cas où ça peut être utile. Et l'idée de base, c'est pas forcément de dialoguer, mais on est en train d'ajouter une nouvelle fonctionnalité qui va venir ces prochains jours, en principe, qui, en fait, permet de poser des questions. Donc, par exemple, une question générale, si on a toutes sortes de documents, des centaines ou des milliers de pages de documents, on peut dire quel était tel concept, et puis ça va retrouver euh, la page pertinente et puis générer une explication là autour. Donc on peut aussi l'utiliser comme ça, mais ce que j'aime bien mettre en avant, c'est que ce système-là, c'est un peu l'inverse de ChatGPT ou l'inverse d'un chatbot, Mhm. dans le sens qu'un chatbot, c'est à nous de lui poser une question et puis ensuite, un peu servilement, il va nous pondre un texte pour répondre. Mhm. Ici, c'est l'inverse. On va sur l'application, c'est l'IA qui nous pose une C'est de la question à nous, proactivité. Ok. peut-être sur quelque chose qu'on ne connaît même pas encore, mais qui est connecté, et c'est à nous de trouver la réponse. Donc, le rôle de puissance, on pourrait dire, est un peu Hmm. renversé. Ok, Ça n'est intéressant. pas un assistant servile ou un esclave, c'est vraiment un mentor qui connaît énormément de choses sur la connaissance générale, sur nous aussi et sur notre progrès, et qui nous aide à avancer. Et on va avoir des fonctionnalités, un peu de chat dans l'application aussi. Comme on a vu, on peut poser déjà une question à la fin après avoir donné une réponse. Mais le but principal, c'est pas de faire un chatbot, c'est ça.
Parce que de nouveau, quand c'est un chatbot, on est limité par sa propre imagination. On ne peut pas poser une question sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore, parce que ça ne nous passe pas, ça nous passe Non, pas à non, bien l'esprit. sûr, mais dans ma question, je pensais, tu as peut-être vu ce film Her, où justement Mhm. Joaquin Phoenix, enfin l'acteur principal, entretient une relation avec son Mhm. intelligence artificielle. Oui, Euh, et c'est à ça que ça me faisait penser aussi dans la personnalisation, puisqu'elle elle est vraiment personnalisée à son caractère, à ce qu'il aime, etc. oui, je vois, oui. Mais disons Non. qu'on a essayé de laisser un peu de côté tous les aspects psychologiques. Mhm. Parce que c'est très épineux et ça peut être un puits sans fond. Mais effectivement, qu'est-ce qui nous empêche d'apprendre des choses? Souvent, c'est un manque de courage, en fait. Ok. C'est-à-dire on ne veut pas voir les choses en face. Et d'où vient ce manque de courage? Bah, c'est peut-être de notre enfance, on a eu certains événements, on a manqué d'amour, ce genre de choses. Donc, est-ce qu'on veut vraiment un chatbot qui dit qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 3 ans? Est-ce que tes parents, blabla. Euh, Et on pourrait faire ce genre de truc, ce serait peut-être très efficace une pour débloquer une psychanalyse sorte de psychanalyse. de Mais départ. au final, j'ai jugé que c'était pas la bonne approche. La bonne approche, c'est de dire, il existe des faits robustes et solides et établis dans le Mhm. monde extérieur. Et si on te donne plein d'accroches et de manières de t'ancrer dans la réalité réelle, Mhm. ça permet en fait de s'extraire peut-être de positions psychologiques qui ne seraient pas optimales. Ouais, je comprends Tu tout vois à ce que je fait. veux Ouais, dire? ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu alambiqué peut-être comme Mais je pense que c'est explication, mais important de le souligner. Et j'avais aussi une autre question qui revient souvent. Sers-toi de l'eau, hein, vas-y, oui, c'est oui, bon. oui. Sur le modèle d'apprentissage que vous avez utilisé. Alors peut-être que c'est confidentiel, mais est-ce que c'est... je sais que tu viens de l'EPFL, hein. Euh, Euh, oui, est-ce oui, que effectivement, moi c'est je suis plutôt très technique, je suis un universitaire, physicien open source? théorique. Oui, Oui, voilà. oui, oui, j'ai un doctorat de l'université d'Oxford, oui. Mais donc, quelle est la question? Quels sont les modèles qui tournent derrière tout ça? Est-ce que vous avez utilisé de l'open source? Est-ce que vous Alors, vous êtes... faut bien distinguer deux choses. Donc, pour toute la partie en amont, comme je disais, d'analyse et de transformation des documents, ça, c'est simplement des systèmes comme ChatGPT. Mhm. Donc, c'est des modèles de langage qu'on peut utiliser avec des partenariats, Ok. mais avec des partenariats confidentiels, disons, donc ça garde toutes les données privées. Mais ce qui est important, c'est quelle est l'IA, en fait, comme j'ai expliqué, qui permet de comprendre ce qui se passe dans le cerveau et dans l'esprit de chacun et de personnaliser. Et ça, c'est des modèles qu'on a développés nous-mêmes, Ok. effectivement. Donc, Ok. on a développé nous-mêmes à l'interne avec des gros réseaux de neurones euh, qui ont pris beaucoup de données d'apprentissage et qui ont développé des capacités de prédire le niveau de chacun. Après, il y a enfin, je ne sais pas si ça vaut beaucoup la peine d'être très technique, mais enfin, il y a différentes combinaisons de techniques qui permettent d'atteindre aussi une optimisation du processus. Ah, génial. Ok. Mhm. Ah, c'est développé chez... C'est toi qui l'as développé avec C'est nous qui tes l'avons collègues. développé Voilà. depuis 2019. Mais ça, c'est important de faire cette différence Oui. parce que vraiment le cœur, le moteur au centre de Magma Mentor, c'est une intelligence artificielle unique au monde qu'on a développée nous-mêmes avec ce but de comprendre l'intelligence humaine pour la développer. Magnifique. Et ça, c'est unique et effectivement, tous les, toutes les plateformes de e-learning qui parlent d'IA, eux, c'est uniquement la première partie, c'est-à-dire uniquement une utilisation de ChatGPT et de modèles similaires, mais ils n'ont pas de modèle qui comprend comment personnaliser à chacun. Ok. Donc voilà, donc on voit un petit peu l'application. Peut-être vous êtes curieux sur ce système de visualisation ici. En fait, ici, l'idée, c'est, étant donné que l'IA a compris notre niveau de maîtrise de chaque concept, autant le montrer à l'utilisateur. Mhm. Donc on voit que chaque point ici, c'est un concept. Et on voit justement cette fameuse courbe de maîtrise, on peut la voir évoluer pour chaque concept et pour chaque utilisateur. Et on peut voir quel était le contenu associé, ce genre de choses. Et on voit que c'est dynamique, donc quand on est inactif, ça va monter, ça va descendre généralement. Et puis, on le représente par le niveau de brillance. Donc on voit par exemple que tous ces points verts sont relativement brillants, à part certains. Mais par exemple, ces points rouges, là, ils sont assez obscurs. Donc peut-être il n'y a même pas de... Ouais, ici, il n'y a même pas de contenu généré, en fait, encore dans cette application.
Ouais, ça risque d'être un peu tous comme ça. Mais je veux dire, simplement le niveau de brillance, et on voit qu'il y a des parties sombres qui représentent un peu l'ignorance. Donc, quand on est, Hmm. c'est l'obscurantisme, un peu, ça se perd dans l'infinie noirceur de l'univers. Alors que quand on maîtrise bien quelque chose, ça va briller et ça va nous montrer justement notre progression. Et on voit que ça, c'est réellement une courbe de maîtrise qui est prédite par le lien. Et on voit qu'ici, il y a eu peut-être un apprentissage qui s'est produit, c'est monté, mais ensuite ça redescend et ainsi de suite. Quelle est la relation, encore une fois, avec l'utilisateur sur est-ce que c'est vous qui envoyez des notifications pour rappeler qu'il serait bien de réviser une dizaine de minutes maintenant ou Oui, tout à fait. Ouais, On peut ok. envoyer soit par email, soit des notifications natives sur le téléphone, Mhm. effectivement, pour essayer de stimuler la participation. Mais en gros, c'est à chaque utilisateur de venir sur l'app régulièrement et puis ensuite d'avoir des contenus de plus en plus bénéfiques au fur et à mesure que la personnalisation s'approfondit. Ouais, donc vous voulez quand même des utilisateurs qui sont déjà motivés par l'apprentissage Oui, tout à de fait. quelque chose, qui ont un objectif. On ne vient pas là juste pour faire des questions de culture générale sans objectif Si, lointain. on pourrait aussi avoir de la culture générale, c'est sûr, mais effectivement, dans l'apprentissage, c'est important oui, d'avoir une motivation qu'on ne peut pas inventer Ouais, de nulle part. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la motivation vient avec l'apprentissage, souvent. Donc, plus on ouais, apprend de choses, plus on devient curieux sur ce domaine, plus on est motivé à apprendre. bien sûr. Donc, c'est un peu... C'est comme courir. oui, c'est ça. Donc, il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place. Et au final, plus on utilise l'app, plus on a envie de l'utiliser, et plus c'est bénéfique, et plus on connaît de choses, et ainsi de suite. On essaie vraiment de déclencher ce type de spirale vertueuse. Euh, mais évidemment, si quelqu'un ne veut absolument pas de technologie et rien apprendre, ça va être difficile Oui, d'aller le oui, oui, chercher. complètement. Ouais. Ouais. On a une question sur le chat et puis je crois que ce sera Ok. la question de fin. Quel est le coût de l'outil? Si tu as des fourchettes de prix pour que les personnes puissent se rendre compte Oui. de l'investissement. Alors, quand c'est en mode B2B pour une entreprise, il y a un coût fixe qui est associé à la transformation des contenus de formation en un contenu de micro-apprentissage sur l'app. Mhm. Donc ça, c'est un coût fixe. Je ne peux pas donner de chiffres très précis, mais disons, ça représente... oui, c'est difficile de donner un chiffre précis, mais disons, ça, c'est un prix fixe qui se passe Abordable une pour une fois. PME? Oui, oui, c'est tout à fait abordable par les PME, oui. Oui, on travaille avec différentes tailles d'entreprises, donc c'est tout à fait abordable, ça va pas casser les tirelires. Donc, mais ça c'est un prix, disons, à payer une fois, et ensuite on peut utiliser Ok, l'application pendant longtemps. Et après, ça a surtout un système de licence d'abonnement. ok. Et du coup, là, oui, ça dépend, c'est dégressif en fonction du nombre d'utilisateurs. Et par exemple, l'application ensuite B2C, elle est gratuite, mais c'est un modèle avec un premium qui a 20 francs par mois par utilisateur. Ok. Donc ça donne une idée à peu près de l'ordre de grandeur. Après, en tant qu'entreprise, si on a des dizaines, des centaines, des milliers d'utilisateurs, on a des offres dégressives. Hmm. Mais là, vous pouvez tout à fait me contacter pour avoir voilà, des offres un peu plus précises. Personnalisé. Personnalisées, exactement. Maxime, merci infiniment et bravo Avec plaisir. pour tout ce que ton équipe et toi avez développé en Suisse, cette IA unique. Maxime vient de le dire, mais si vous souhaitez contacter l'équipe de Magma Learning ou toi directement, Maxime, Mhm. tu es connu sur LinkedIn. En tout Sur cas, tu LinkedIn, es oui, vous pouvez me présent. trouver, oui. Mais on vous donnera aussi l'adresse email si tu es d'accord. Bien sûr. On vous souhaite un très bon appétit. Vous pouvez retrouver cette vidéo en replay sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Et puis nous, on se retrouve en janvier 2025. Donc je vous souhaite aussi de très belles fêtes de fin d'année et à tout vite.